Belgique. Selon Sud Presse, plus de 30 000 pensionnés travaillent après 65 ans. Maroc, c'est mardi 17 octobre, s'est tenue à Casablanca une nouvelle audience dans les procès des membres du mouvement Irak. Sénégal, Macky Sall fait visiter à son homologue burkinabé, Marc Kaboré, un nouvel aéroport. République démocratique du Congo, nous allons analyser la situation politique avec notre invité, M. Baudouin Ambawéchi, journaliste, rédacteur en chef du journal Congo Indépendant. Madame, mademoiselle, messieurs, bonjour. Le journal d'Al-Mouatine. Selon les quotidiens Sud Presse, les pensionnés qui exercent une activité complémentaire, ont gagné en moyenne 7 513 € en 2015. Seule année statistique disponible et clôturée fiscalement puisque la réforme est entrée en vigueur cette année-là. En effet, depuis 2015, les pensionnés, pour autant qu'ils respectent certaines conditions, sont libres de continuer à travailler et de toucher des revenus complémentaires sans plafond à ce qu'ils perçoivent comme pension légale. En 2015, 30 192 pensionnés ayant atteint ou dépassé l'âge de 65 ans ont déclaré des revenus professionnels complémentaires selon les chiffres fournis par le ministre des Pensions, Daniel Baclen. En moyenne, ils ont perçu 7 513 € sur l'année. 13 639 personnes salariées toute leur vie ont fait usage du système, totalisant en moyenne 7 975 € de revenus sur leur année. La deuxième marche du podium est occupée par ceux qui ont successivement été salariés et indépendants. Ils sont 8 112 à avoir déclaré un job pour un revenu moyen de 7 289 €. À la troisième place du classement, on en trouve 6 205 qui ont été successivement fonctionnaires et salariés, totalisant en moyenne 6 590 € sur leur année. Maroc, c'est mardi 17 octobre, s'est tenue à Casablanca une nouvelle audience dans les procès des membres du mouvement Irak. Un groupe de 19 personnes a comparu devant les tribunaux pour son implication dans les mouvements de contestation qui secouent les rifs depuis la fin du mois de mai. Ils encourent jusqu'à 30 ans de prison ferme. Certains parmi ces groupes de détenus qui comparaissaient mardi sont en grève de la faim depuis 23 jours pour exiger leur libération et dénoncer leurs conditions d'incarcération. Affaiblis, et au moins 4 d'entre eux s'est déplacés avec difficulté à l'audience. À l'heure actuelle, il n'est pas possible de dénombrer avec exactitude le nombre de prisonniers du Irak en grève de la faim. Mais l'un d'entre eux, victime d'un malaise, a été transféré d'urgence à l'hôpital avant de regagner, selon les juges, sa cellule en prison. L'audience, néanmoins, a été marquée par un coup d'éclat de la part des 4 avocats qui ont demandé à se constituer partie civile au nom de l'État. Dans ces procès, il y a eu aux alentours de 570 à 580 blessés parmi les forces de l'ordre, nous explique Maître Brahim Rachidi, l'un de ses avocats. Nous sommes pour un procès équitable et juste et ces gens-là doivent être réparés. Parce que l'État doit protéger ses forces de l'ordre. Fin des citations. La prochaine audience de ces détenus du Irak a été renvoyée au 24 octobre prochain. Sénégal, le président Macky Sall a fait visiter l'aéroport international AIBD à son homologue burkinabé Marc Kaboré. Ils ont pu ensemble apprécier l'envergure de l'infrastructure, un aéroport quasi prêt à l'emploi, un modèle de fierté pour le Sénégal, mais également pour l'Afrique occidentale. République démocratique du Congo, M. Baudouin Ambawéchi, bonjour. Bonjour, M. Moukoumani. En Belgique, on est resté plus de 500 jours sans gouvernement après les élections de 2010, mais les institutions ont continué à fonctionner. Comment expliquez-vous la situation presque chaotique qui règne en République démocratique du Congo? Serait-ce une question d'immaturité politique, selon vous? Bon, une maturité politique, oui, pourquoi pas. Mais au fond, c'est simplement, je dirais, la boulimie du pouvoir. C'est-à-dire? Joseph Kabila est arrivé à la fin de son second et dernier mandat. C'était le 19 décembre 2016. Eh bien, 90 jours avant cette date, on devait avoir l'élection présidentielle.
et le nouveau président devait prendre la succession le 19 décembre. Et ça n'a pas eu lieu. Donc il y a une crise de légitimité. On est retombé dans une crise de légitimité. Oui, crise de légitimité en RDC, qui est la République démocratique du Congo, qui est un pays très vaste, 80 fois la Belgique, et plus de 90% de la population vit sous les seuils de pauvreté. La société congolaise, elle est gangrénée par la corruption à tous les niveaux, ça, et une impunité pour des délits majeurs. Il y a 20 ans, à l'arrivée de Laurent Désiré Kabila, donc les Congolais ont émis certains espoirs du changement. Et après des dizaines d'années sous la dictature de Mobutu, alors actuellement, les mâles congolais, selon vous, est-ce M. Kabila? Bon, je dirais plutôt c'est un système. C'est pas un homme. En fait, Joseph Kabila incarne ce système qui est fait notamment de la corruption, comme vous l'avez dit, qui est fait du non-respect des règles qui régissent l'État. Il nous manque un peu cette culture, ce que Montesquieu appelait l'esprit des lois. Le respect, comment dire, le non-respect de la vie et de la dignité de la personne humaine. Donc nous sommes encore... l'État est en train de se fonder. On est encore loin. Oui, justement, vous avez parlé d'un... Les hommes sont plus forts que les institutions. Exactement. D'où, au mois d'août dernier, donc, certains Congolais ont décidé de se mettre ensemble, donc un mouvement appelé Congolais Debout, à l'appel d'un richissime homme d'affaires, syndicat de Colo. Concrètement, sont-ils toujours debout, selon vous? Et quelles sont leurs stratégies ou leurs moyens d'action pour essayer de faire avancer les choses? Bon, je dois dire que je ne suis pas le porte-parole de M. Syndicat, mais je connais plus ou moins ce qui a été dit, puisque moi-même j'ai participé dans la rédaction du manifeste du citoyen tout à fait, oui. qui a été publié le 18 août à Paris. Donc nous maintenant, comment dire, nous observons une certaine légalité. Il y a l'accord qui a été signé sous l'égide des prêtres catholiques. La Senco, oui. Voilà, ça permet à Kabila de rester au pouvoir jusqu'au 31 décembre de cette année. Et avant le 31 décembre, il doit y avoir l'élection présidentielle et éventuellement les législatives. Donc, je crois que le deadline, c'est le 31 décembre. Si le 31 décembre, il n'y a pas élection, bon, je crois que je ne veux pas jouer aux oiseaux de mauvais augure, mais la population va utiliser le fameux article 64 de notre Constitution qui confère à tout Congolais le devoir de faire échec à tout individu. Ça, c'est votre souhait ou réellement la population congolaise elle est prête à le faire? Dans la Constitution. On va appeler la population à appliquer, à descendre dans la rue pour imposer l'alternance. Parce que le problème, c'est ça, l'alternance. L'opposition congolaise a déjà fait plusieurs fois appel à la population congolaise, mais on sait très bien qu'ils ne se sont pas toujours déplacés en nombre. Donc, vous espérez, vous pensez qu'au 1er janvier 2018, ils seront tous dans la rue? Vous savez, le 19 septembre 2016, la population est descendue dans la rue. Oui. L'armée a tiré avec des balles réelles. Selon des sources, il y avait au moins 56 morts. Le 19 décembre, j'ai dit 19 septembre d'abord, et puis 19 décembre, la date d'expiration du mandat de Kabila, l'armée a tiré encore. Ben, nous attendons le 31 décembre. Là, excusez-moi, mais l'opposition congolaise, on sait très bien qu'elle a quelques faiblesses. On l'accuse aussi d'un certain amateurisme dans certaines situations. Et si on devait se diriger vers des élections libres, croyez-vous aux chances du candidat de l'opposition face à un probable dauphin de M. Kabila?
D'abord, il y a plusieurs candidats. Nous ne savons pas qui sera ce candidat de l'opposition. Dans le camp présidentiel, c'est le mystère. On ne sait pas qui sera le candidat de ce qu'ils appellent la majorité présidentielle. Donc, c'est un mystère. Mais évidemment, le camp Kabila a l'argent, a les moyens militaires, la police, les services de renseignement, donc il y a des moyens pour intimider. Mais l'opposition, sans être... moi, je suis membre d'aucun parti politique, mais je dois dire que je suis un journaliste engagé. L'opposition a plusieurs candidats, donc je n'ose pas encore me prononcer sur les chances de victoire, étant donné que je ne connais pas le programme de celui qui sera peut-être éventuellement le porte-parole de cette opposition. Voilà. Nikki Haley, ambassadrice américaine aux Nations Unies, devrait arriver à Kinshasa le week-end prochain. Et certains de vos confrères comparent déjà cette visite à celle effectuée par Bill Richardson en 1997, quand il a annoncé au maréchal Mobutu les retraits du soutien des Américains. À quoi devons-nous nous attendre cette fois-ci? Ben, je n'irai pas jusqu'à comparer Bill Richardson avec Mme Nikki Haley, pour une raison simple. Donald Trump est au pouvoir depuis janvier de cette année. Cela fait maintenant 9 mois. Exactement. Personne ne connaît sa politique africaine. Il n'a même pas désigné le sous-secrétaire d'État chargé des questions africaines. Donc la politique africaine des États-Unis, c'est un flou. Ce sont des fonctionnaires du département d'État qui gèrent actuellement, ils font des communiqués, mais il n'y a pas une ligne claire. Donc je sais que Mme Haley est très critique sur la situation au Congo, notamment sur les droits de l'homme. D'ailleurs, vous avez suivi comment elle a critiqué l'admission du Congo au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Mais je ne dirais pas que sa mission peut être comparable à celle de Bill Richardson. Bill Richardson est allé notifier au président Mobutu une sorte d'ultimatum. Je ne suis pas sûr que ça sera la même chose. Monsieur Bondoyan Bawechi, merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Merci à vous. Merci pour votre fidélité. Je vous fixe rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.